D'accord, donc on va commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Bonnet, je suis conseil développement commercial à la CCI Lyon Métropole. Nous organisons ce webinaire aujourd'hui sur la relation client en collaboration avec Estelle Giroux du cabinet Pragma Consult. Bonjour. Alors, nous vous rappelons que nous sommes en format webinaire et que tous les participants sont à distance. Donc, si vous avez des difficultés pour nous entendre, vous pouvez nous en informer via le chat. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser vos questions. Nous y répondrons au fil de l'eau. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Estelle Giroux pour 30 à 45 minutes et j'espère qu'elle répondra à toutes vos questions. Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, simplement, on a voulu ce webinaire sur la relation client. Pardon, je cherche à changer les slides. Voilà. Donc, nous avons voulu ce webinaire sur la relation client parce que aujourd'hui, en termes de produits, les entreprises ont fait beaucoup. En termes d'innovation, elles ont fait énormément. Elles ont beaucoup travaillé sur leur offre de services, etc. Et qu'il nous semble que c'est aujourd'hui réellement sur la qualité de la relation client qu'il y a de la valeur à construire, à créer et à capter. C'est-à-dire qu'en gros, à la question quel profit peut-on retirer d'un travail sur la relation client, c'est vendre plus et vendre plus cher. Alors, la première chose à faire, c'est de construire réellement sa proposition de valeur. Quelle est la valeur que je veux adresser à mon client? Jusqu'au début des années 2000, on va dire, les entreprises se sont énormément battues sur la valeur économique. Le principal problème de la valeur économique, c'est que moins c'est cher et plus ça a de la valeur pour votre client. Donc, à lutter en permanence pour construire de la valeur économique pour le client, eh bien, vous avez innové, vous vous êtes beaucoup automatisé et vos prix de revient ont baissé, mais souvent pas autant que vos prix de vente, finalement. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'aimerais bien qu'on lance un petit sondage simplement pour mieux vous connaître, pour savoir un petit peu quels sont les participants qu'on a, non pas en face de nous, mais de l'autre côté de l'écran et de la caméra. Alors, le sondage. Alors, tout d'abord, la première question, ce qui nous intéresse là pour le moment, c'est de savoir quel est l'effectif de votre entreprise. Donc, on vous laisse 5-10 secondes pour répondre, hein, simplement. Et puis, on va vous donner le résultat. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Du coup, je pense qu'il nous pratiquement tout le monde. On vous laisse encore deux secondes. On y est presque. D'accord. Il doit nous manquer une personne qui n'a pas encore répondu. Ok. Alors, je vais peut-être lire, Estelle, là, les réponses. Donc, on a 7% des participants qui sont dans des structures de 0 à 2 salariés, 43% entre 2 et 10 salariés et 43% entre 10 et 50 salariés. Ah, j'ai une dernière réponse, 7%, plus de 250. Ok. Voilà. Donc après, voilà, quel que soit votre secteur d'activité, puis finalement, quelle que soit aussi votre taille, vous êtes beaucoup battu pour créer de la valeur économique pour votre client. Donc, pour baisser vos prix de vente, en gros, ou pour améliorer le retour sur investissement de l'achat de votre client. Mais depuis quelques temps, le système a trouvé ses limites, c'est-à-dire que quand le prix de vente atteint tout juste le prix de revient et que donc la marge est extrêmement faible, les entreprises ont commencé à se battre sur la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est quoi? C'est faire gagner à votre client, faire gagner du temps, faire gagner en sérénité, en confort, et puis faire gagner en sécurité votre client. Donc, faire gagner du temps, on comprend bien, on sait que l'urgence aujourd'hui se monnaie, et donc plus on va aller travailler cette valeur d'usage, plus on va creuser là-dessus, moins on va être tributaire de la valeur économique. Et puis, récemment,
au moins pour les entreprises industrielles et réellement, y compris en sous-traitance, hein, on travaille aussi de plus en plus la valeur d'estime. Construire sa valeur d'estime, c'est savoir dire à ses clients, à ses salariés, à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, quelle est la mission qu'on donne à l'entreprise, quel est son projet stratégique. Peut-être que c'est une stratégie de marque pour certains d'entre vous, ceux qui sont au moins en B2C. C'est aussi proposer à son client un travail, une relation qu'on dit co, qui est très à la mode, co-conception, co-design, coopération, etc., etc. Voilà. Donc, plus on va travailler la valeur d'estime et la valeur d'usage, plus on va se dédouaner de la valeur économique. Et on se rend bien compte là-dedans que la valeur d'estime et la valeur d'usage sont finalement plus à creuser dans le cadre de la relation client que dans le cadre du produit lui-même. Je veux faire gagner de la sérénité à mon client. Comment faire? Peut-être que si je suis un sous-traitant, quand je réceptionne la matière première avec laquelle je vais pouvoir produire les pièces de mon client, je peux peut-être lui envoyer un petit mail pour lui signifier qu'on a réceptionné la matière, que la marchandise passera en usinage la semaine prochaine, dans 15 jours, ou peu importe. Si je vais avoir du retard aussi dans mes livraisons, tout le monde comprend qu'on puisse avoir du retard dans les livraisons. Ce qu'on ne comprend pas en général, c'est de ne pas être informé. Voilà, donc de la sérénité, du temps, du confort, de la sécurité, et puis aussi le sentiment d'appartenir à quelque chose d'un peu plus que simplement un portefeuille client, donc faire partie d'une communauté de clients, peut-être d'une communauté premium. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce stade-là à les poser, on y répondra au fil de l'eau et volontiers. Alors, alors, il va y avoir d'autres sondages. On attend un petit peu peut-être pour celui d'après. Oui, on va attendre un peu d'avoir défini la notion. On va passer, s'il n'y a pas de questions, peut-être sur les valeurs d'usage d'estime. Alors. À droite. Non plus. Alors. Que se passe-t-il? D'accord. Ok, donc la relation client en elle-même. Alors, on va passer à ça, c'est bien? Ça, c'est parfait. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, et ce que en fait, tout le monde éprouve dans son quotidien d'acheteur, finalement, c'est que le e-commerce a complètement changé le standard de la relation client. Aujourd'hui, vous achetez un bien sur un des sites d'e-commerce qui sont nombreux et qui fleurissent. La première chose, c'est que immédiatement, on vous confirme la prise de commande, par exemple. Immédiatement. Si d'ailleurs vous ne recevez pas de mail de confirmation de commande aujourd'hui, on se dit alors, j'en suis où? Est-ce que j'ai cliqué? J'ai pas cliqué, etc. Mais voilà, c'est systématique. On vous indique la date de livraison prévue. Et puis, il y a un suivi incroyable, puisque quand la commande est expédiée, vous recevez un mail. Quand elle est dans le réseau de distribution, vous recevez un mail. Vous pouvez suivre votre colis aujourd'hui. Donc, on est coucouné, en gros, par le site web. Alors, c'est compréhensible, hein, parce que c'est vrai que la vente à distance a fait que finalement, on s'est plus intéressé aux procédures qui permettent quand même de garder un contact avec le client, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Ça aussi, c'est un des autres aspects de la relation client en e-commerce, c'est la connaissance intime que les sites de vente en ligne ont de nous, de vous. Quelles sont vos habitudes d'achat? Qu'est-ce que vous consommez? Quelles sont les recherches que vous avez faites les derniers jours, les dernières semaines? Vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose pour recevoir des notifications, des pubs ou un pop-up. C'est simplement, j'ai consulté un article sur un VTT. Et je vais recevoir pendant 3 semaines, un mois, des pubs, des promos, des incitations à acheter du VTT. Donc, il y a une connaissance aussi des clients qui est très importante. Et puis, systématiquement, on va vous demander de valider votre satisfaction. Donc, voilà. Et en validant cette satisfaction, vous devenez vous-même prescripteur du produit. J'ai aimé parce que. Et puis, d'autres clients qui ont acheté ce bien-là, que vous aussi avez acheté, ont aussi aimé. Donc, il y a vraiment, on voit que c'est hyper bien fait parce que depuis votre statut de prospect réellement jusqu'au statut de prescripteur, le site ne vous lâche pas. Mais c'est vrai que ça devient un nouveau référentiel.
Ça devient le standard aujourd'hui, enfin le référentiel de la relation client. Donc, on a un petit peu de boulot dans les activités de commerce ou industrielles traditionnelles, on va dire. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours. Alors, est-ce que tu souhaites qu'on effectue un sondage supplémentaire maintenant sur les points de contact? Sur les points de contact, oui, bien sûr. Alors, donc, la question suivante, c'est pour vous, quel est le point de contact privilégié? Donc, le point de contact, on y reviendra, mais c'est réellement le moment où vous rencontrez, où votre client rencontre votre entreprise. Donc, ça va être, on a mis des choix, le premier contact téléphonique, le rendez-vous d'écoute et d'analyse du besoin de client, ou la proposition commerciale, ou voilà, le SAV, etc. Mais voilà, à quel moment, quel est le point de contact qui vous semble le plus important dans votre gestion de la relation client? Alors, on vous laisse encore quelques petites secondes. La moitié là, des participants à voter. OK. Donc, soit le tout premier contact, le rendez-vous, écoute, compréhension des besoins, le devis, la proposition commerciale, le contrôle de satisfaction ou le SAV. Du coup, il doit nous manquer peut-être deux votes là. On va peut-être, voilà. Alors, au niveau des réponses, donc il y a la possibilité de répondre à plusieurs, de donner plusieurs réponses, hein, me semble-t-il. Donc, on a 60% de réponses sur le tout premier contact, qu'il soit téléphonique, voilà, ou l'accueil, je pense l'accueil physique ou même sur des appels entrants, quoi, standard. Et le deuxième, 73%, donc c'est vraiment le chiffre qui ressort, ça va être le rendez-vous physique, l'écoute, la compréhension du besoin. Voilà. Ce qui est très surprenant, c'est d'être à 0% sur le devis à la proposition commerciale, qui est quand même le touchpoint qui vous permet de transformer le prospect en client. Et donc, je suis très surprise, mais c'est bien d'être surpris. On a 7% donc sur le contrôle de satisfaction et 13% sur le SAV. Donc, c'est intéressant, voilà. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est pas très vénal, finalement. Ok, alors je vais fermer le sondage, parfait. Et puis, on va poursuivre. Alors, si on a vu... Ouais. Ok, c'est ça. Ouais. Ok. Oui, c'est ça, pardon. Donc, la relation client, ça se matérialise comment? La relation client, c'est la communication par l'action. C'est-à-dire que vous allez trouver sur les sites de vos concurrents, sur les sites web ou sur leur documentation commerciale, une argumentation qui peu ou prou va ressembler beaucoup à la vôtre. Vous allez parler de réactivité, d'écoute du besoin, d'orientation client, vous allez parler de moutons à 5 pattes, de flexibilité, etc. En vérité, quand on fait une analyse assez fine des discours commerciaux et des sites web des entreprises, on trouve des discours qui sont très semblables. Simplement après, il y en a qui le disent et puis il y en a qui le vivent. Et ça, l'acheteur, évidemment, pour lui, ça fait une différence. Parce qu'il va recevoir 10 propositions commerciales, par exemple, de 10 entreprises qui se disent réactives. Et puis, il va en avoir une ou deux qui vont être réactifs sur la prise de rendez-vous d'analyse du besoin, mais aussi réactifs sur la production du devis. Et puis, enfin, réactifs peut-être sur de la relance de devis. Cette fameuse relance qu'on n'ose pas toujours faire, est aussi un touchpoint important de la relation client, mais pas simplement un touchpoint de sanction où vous ne m'avez pas répondu, je vous relance, mais aussi pour prouver une certaine rigueur de travail, une certaine réactivité, etc. Donc, la communication par l'action. L'important, c'est que vous soyez conscient et clair du message que vous souhaitez adresser à vos clients. On ne va pas du tout produire un même devis, par exemple, une même proposition commerciale ou un même email de compte rendu de réunion client, par exemple. Si vous avez vraiment une valeur centrale, une proposition de valeur centrale centrée sur la créativité ou sur la rigueur, alors je prends deux opposés mais exprès, mais quand même, comment une entreprise qui se dit être réellement une entreprise rigoureuse,
qui aime le travail, le détail, le travail bien fait, etc. Et une entreprise qui est une entreprise qui prône la créativité, l'innovation, etc. Comment ces entreprises peuvent produire un devis qui se ressemble intimement? Ça, c'est pas normal, par exemple. Donc, c'est un des touchpoints qu'on va travailler. Mais la première chose qu'on va faire, c'est de modéliser vraiment des cheminements pour le client. C'est-à-dire qu'on va essayer d'envisager tous les chemins par lesquels le suspect, le prospect, peu importe les termes que vous souhaitez employer, va devenir client, puis va être un client fidèle, puis va devenir prescripteur pour votre entreprise auprès de nouveaux prospects. Donc ça, c'est très important. Alors, ce chemin, il n'est pas unique. Bien souvent, il y en a plein. Ne serait-ce que le point d'entrée, qui peut être une réponse à un emailing, ou qui peut être un appel entrant, ou qui peut être la consultation du site web, LinkedIn, etc., 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 ou de la prospection directe téléphonique de votre part aussi. Donc, voilà, il y a déjà une multitude de points d'entrée et il va y avoir une multitude de chemins. Ce qui est important, ces chemins, c'est de les avoir à peu près modélisés, au moins conscientisés, parce que derrière, sur chaque chemin, on va identifier quels sont justement les points de contact. À quel moment, en empruntant ce cheminement-là, le client va toucher le service et va rencontrer l'entreprise. Et ce sont ces points de contact-là qui doivent contenir l'illustration concrète de vos valeurs d'entreprise, de votre proposition de valeur. Donc l'accueil téléphonique, le devis, la facture, j'en ai listé, hein, mais on en trouverait autant qu'il y a de cas et de cheminements. Le compte-rendu de réunion, hyper important. Ça peut être des photos, bien sûr, hein, ça peut être simplement un point d'information sur l'état d'une production, etc. Et alors, ça va de l'envoi d'un mail ou de l'appel téléphonique à un espace dédié au client sur lequel, par exemple, il peut suivre l'avancée de ses commandes, etc. Mais voilà, donc ça, ce sont les points de contact sur lesquels on va travailler et qu'on va mettre vraiment en ligne avec la proposition de valeur. Et donc, si ma proposition de valeur est axée sur la réactivité, reprenons ça, l'ensemble de mes touchpoints doivent intégrer que la réactivité est le cœur de ma proposition de valeur. Et donc, ils doivent l'illustrer complètement. D'accord. Toujours, oui. Ça me fait penser à quelque chose avant de parler et de passer au point d'après. Je pense qu'il y a un sondage qui pourrait être intéressant, oui. À moins que tu... Tout à fait. Voilà. Alors, le sondage suivant, ça va être combien est-ce que vous dépenseriez en plus pour le produit ou le service d'une entreprise qui a une excellente qualité de service client. Donc, combien est-ce que vous seriez disposé à dépenser en plus? Alors. Donc, l'idée, hein, c'est vous achetez un produit ou un service à une entreprise. Voilà. Et parmi les 3-4 propositions qui vous sont faites, l'une des entreprises vous fait ressentir que le service client, la qualité du service client va être nettement supérieure à celle des autres. Donc, est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour cela? Et à votre avis, quel pourcentage du prix en plus? Alors, en attendant, je peux vous raconter par exemple une anecdote que vous comprendrez peut-être tous, quel que soit votre statut. Quand on passe travailler en non salarié, par exemple, il faut, au moins moi, parce que je suis au collège de profession libérale, il faut choisir une mutuelle, enfin une sécu, un RSI. Et donc, pour choisir un RSI, on vous donne 5 adresses, 5 numéros de téléphone, 5 sociétés différentes. Et on est bien embêté parce qu'on ne les connaît pas. Il y en a une à Strasbourg, une à Provins, je ne sais pas où. Enfin. Moi, comment j'ai fait par exemple, et je sais que je ne suis pas la seule, parce que pour en avoir parlé avec des confrères, j'ai fait la même chose, j'ai décroché mon téléphone et je les ai toutes appelées. Je suis tombée 4 fois sur une plateforme téléphonique, tapé 1, tapé 2, tapé dièse, tapé voilà, et une fois sur une personne en vrai. Alors que toutes les sécu, toutes les mutuelles, tous les RSI, affichaient l'humain comme étant au centre de leurs préoccupations et leurs valeurs fondamentales. Donc, à un moment, il y en a qui tous disent la même chose, et puis il y en a une qui me fait vivre cette chose-là plus que les autres. Bon, voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon choix, par exemple. Donc ça, typiquement, c'est un des touchpoints dans la relation client. Alors, on va pouvoir revenir au sondage. Du coup, je pense qu'on peut considérer que tous les votes ont été faits. Alors, on a 5% des on a 29% pardon, des participants qui seraient disposés à payer 5% de plus pour une bonne relation client. On en a 47%, donc on va dire la moitié pratiquement, qui seraient disposés à payer 10% de plus. Et du coup, on en a 24% qui seraient disposés à payer 20% de plus.
C'est énorme. C'est énorme. 20% du prix en plus, c'est beaucoup, mais c'est dans la moyenne de ce qu'on constate en vérité. Ouais. C'est-à-dire que moi, très fréquemment, je fais des enquêtes auprès des clients de mes clients, donc auprès des clients de PME, hein, industriels ou de services à l'industrie. Et ce qui en ressort, c'est qu'en effet, d'abord, systématiquement, la qualité de la relation client est notée par vos acheteurs. Ça, c'est systématique. Enfin, quand le service achat est un peu structuré, hein, mais elle est systématiquement notée et elle fait l'objet d'un coefficient de notation sur l'ensemble de la note qui varie entre 15 et 30%. Donc, c'est énorme. Ça, c'est sur la note globale. Et les acheteurs disent qu'ils sont prêts à payer plus cher. Alors, en fonction de la période, c'est différent. En ce moment, on est sur une période, par exemple, hyper tendue au niveau de l'industrie et des appros de sous-traitance. Ils sont prêts à payer à peu près 20% plus cher en ce moment une prestation de sous-traitance pour avoir une qualité de relation client intéressante. D'accord. Alors, parfait, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment un élément, en tout cas, un élément déterminant. Peut être une surprise pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Tout à fait. Et puis, je veux dire, la relation client, c'est un très faible investissement. Ça n'a rien à voir avec vos investissements machines ou vos investissements dans l'innovation. Ah, oui. Et quand on voit que donc 70% pratiquement d'entre vous, les participants, est prêt à payer 10 à 20% plus cher, on se rend compte que c'est de la marge nette, quoi. Donc, voilà. C'est un boulot à faire. Alors, l'idée, c'est de vous raconter un petit peu le cheminement et les touchpoints. Simplement là, voilà, c'est un travail qu'on a fait avec un cabinet de design qui s'appelle Caxi Design, on va les citer quand même, et qui a permis de déterminer quel était le processus global de relation client d'une entreprise qui travaille dans le mobilier urbain et qui a pour client de très grands comptes, c'est le Grand Paris, la SNCF, etc. Et on voit bien donc, que c'est quelque chose qui n'est pas du tout linéaire, là en l'occurrence, plein d'itérations, d'aller-retour entre le client et simplement, il est fichu comme ça, ce cheminement, parce que les valeurs de l'entreprise, sa proposition de valeur est basée réellement sur l'innovation et l'adaptation du produit aux besoins du client, y compris même la co-conception. Donc voilà, c'est une évidence du coup, mais en l'occurrence, c'était bien de le modéliser. Ça a été un vrai outil commercial que de présenter ce schéma aux clients, en disant voilà comment ça va se passer quand on va bosser ensemble. Et du coup, on a des touchpoints hyper variés, du compte rendu de réunion, alors systématique, hein, parce que si vous dites que vous avez une grande qualité d'écoute client, ça veut dire qu'à un moment, il faut faire une synthèse de ce que le client vous a dit, et c'est mieux du coup de l'aller envoyer par mail. Voilà. Des comptes rendus de veille aussi pour l'innovation, c'est pareil, hein, si vous mettez l'innovation au cœur de votre business, n'hésitez pas à faire de la veille et à diffuser des comptes rendus de veille auprès de vos clients. Ça, c'est typiquement, ça atteste du fait que vous, en effet, vous êtes en veille, donc vous êtes innovant. Des vues 3D, l'implantation du mobilier in situ est un touchpoint hyper important, puisque là, en général, le client est présent. Donc, il faut être présent aussi. Il ne faut pas laisser juste l'entreprise de TP se débrouiller avec le client. Des photos, des visuels, et puis des propositions d'amélioration et d'innovation constantes. Donc, voilà. C'est pour montrer que quand je dis, c'est vraiment un cheminement contraste et des touchpoints qu'on identifie. On est vraiment dans cette démarche-là. Alors, voilà. Donc, l'idée, c'était après cette présentation un peu plus généraliste, de présenter 3 outils pour travailler la relation client. Alors, le premier outil, ça va être pour une approche plutôt quantitative, ça va être inbound marketing. Je vais laisser Estelle nous en parler. Bon, là, il est assez linéaire, mais on le représente souvent sous la forme aussi d'un entonnoir. Vous avez sûrement vu déjà ce schéma-là. L'idée, c'est vraiment pour les entreprises qui sont sur un marché de masse et qui ont besoin de prospecter, c'est de dire, voilà, on va en amont attirer, grâce à du référencement naturel, du référencement payant, sur Internet, du blogging, du réseau social, de l'emailing, etc., etc. On va attirer des visiteurs sur le site. Puis les convertir ensuite. Alors, vous connaissez ça, hein, si vous voulez télécharger notre livre blanc de l'innovation, vous remplissez le formulaire. Donc, en général, il y a toujours un contenu à forte valeur ajoutée en échange de vos coordonnées. Voilà. Où on vous propose d'agir. Vous voyez aussi les petits chats en pop-up qui s'ouvrent maintenant. On vous dit est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que je peux vous renseigner, etc. Et on le transforme comme ça en prospect, puis en client,
puis en ambassadeur. C'est là qu'il devient prescripteur. Mais là, donc, on est vraiment sur un scénario, on voit bien, il y a un cheminement. Les touchpoints sont très prédéfinis. L'objectif, c'est développer le portefeuille client, c'est prospecter, faire entrer du lead. Donc, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien, que votre agence web pourra tout à fait vous proposer. Je pense à quelque chose. On n'a pas eu de questions là jusqu'à présent. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient des précisions par rapport à certains éléments qu'a évoqué Estelle? Oh, on a eu des questions en fait. Alors, simplement. Très bien. Alors, une question qui est d'actualité, c'est effectivement le RGPD, le sujet d'actualité, n'est-il pas limitant justement dans cette démarche? Bien sûr, par rapport à la liberté, la latitude qu'on avait avant, il l'est un peu. Il implique simplement de faire les choses de manière plus rigoureuse. D'accord. Voilà. Mais les outils d'inbound marketing qui existent sur le marché, qui sont des outils web en fait, qui sont développés, qui sont souvent commercialisés par des agences web, tiennent compte évidemment de la nouvelle réglementation RGPD. D'accord. Ok. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vraiment, on continue? Voilà. Ouais. Donc là, on était sur quelque chose de très standardisé, un scénario, des touchpoints prédéfinis, et qu'on va appliquer à des marchés de masse. Donc, ça se fait plutôt en B2C ouais, ça se fait plutôt en B2C, mais avec certaines entreprises, alors bon, on en discutera ensuite, mais on arrive aussi à mettre quand même en place une démarche inbound pour générer du lead entrant et du prospect. Et puis ensuite, une démarche plus qualitative pour animer le portefeuille client existant. D'accord, ok. On verra peut-être éventuellement un petit exemple après. Ça marche. Alors, donc la deuxième approche, c'est le design de service. Donc ça aussi, c'est un schéma qu'on a produit avec une entreprise. Donc c'est une entreprise qui est assez symptomatique sur la gestion de la relation client, puisque c'est une entreprise qui est une boîte de mécanique au départ, et donc qui usine des pièces à très forte valeur ajoutée, de sécurité, etc. Et qui a décidé de se lancer dans la fabrication additive. Impression 3D, donc il y a beaucoup investi, labo de métallurgie, avec un doctorat en métallurgie, machine, etc. Et qui, dans les premiers temps, a continué à vendre finalement sa presta d'impression 3D, comme elle vendait son usinage de pièces, c'est-à-dire un prix matière plus un taux horaire machine multiplié par le nombre d'heures nécessaires, avec une petite marge quand même, mais faible, parce que vous savez, dans la mécanique, on n'a pas l'habitude d'avoir des grosses marges. Donc, pour une presta hyper innovante, on s'est retrouvé avec une entreprise qui arrivait à facturer un truc avec 10% de marge, bon, qui amortissait même pas finalement son investissement. Et donc, on a retravaillé complètement la relation client et on a décidé de le faire entrer dans une démarche bien plus longue et à bien plus forte valeur ajoutée, avec différentes étapes. Donc, on avait une étape analyse, conception, une étape, analyse d'abord, étude matériaux, des paramètres machines, etc. Avec une fin de phase ici. Et la possibilité qui est donnée du coup au client de sortir aussi de l'étude en disant, bon, vous payez la phase parce qu'elle a été réalisée, mais maintenant, c'est go no go pour vous. Vous nous dites on lance ou on lance pas du coup. Si l'analyse et l'étude matériaux, par exemple, dit non, il n'y a pas de potentiel pour votre production, ben, on s'arrêtera là. Donc ça, c'était beaucoup de liberté donnée au client et ça a eu un impact très fort sur les ventes. Mais ensuite, voilà, on avait une phase conception, puis une phase fabrication, puis une phase transfert de technologie. C'est-à-dire que finalement, dans cette démarche, la pièce mécanique en elle-même n'est devenue qu'un des livrables d'une prestation globale, d'une prestation de service, d'une prestation intellectuelle, où on a pris le client par la main et on l'a amené à grandir avec cette nouvelle technologie qu'il connaissait à peine. Donc, on est quand même passé, alors parce que je le dis parce que c'est très important, je pense, pour vous, d'une entreprise qui, en moyenne, facturait une pièce 600 à 900 euros. Voilà, c'était son prix de fabrication. Quand elle calculait donc à l'ancienne son tarif, à une entreprise qui facture aujourd'hui entre 9 et 15 000 euros la même pièce pour le même travail, en amont d'analyse et de conception. Et puis en aval de donner la recette de fabrication, puisque en impression 3D, il ne suffit pas d'avoir un plan, il faut aussi avoir encore une recette de fabrication. Donc là, on est en plus de x10 sur le prix pour une prestation qui, techniquement, en interne dans l'entreprise, est restée la même. Donc là, on a vraiment créé de la valeur ajoutée.
on savait que notre proposition de valeur était tournée autour de l'innovation, de la capacité à accompagner le client à grandir, le faire grandir sur cette nouvelle technologie. C'était vraiment la proposition de valeur centrale. Du coup, on l'a mise complètement en œuvre dans la gestion de la relation client et ça a même débouché sur un nouveau package de services, en gros, qui a permis de multiplier les prix par à peu près 10. Donc, c'était assez révolutionnaire. Et quelle a été du coup la réaction des clients Ah bah, excellente en fait, puisqu'ils ont été énormément rassurés finalement par la démarche. Bon, alors ils achetaient la pièce 600, 700, 900 euros pour voir, ils payaient pour voir en gros. Mais là maintenant, ils payent pour construire réellement et pour avancer. Et en plus, on a une fidélité des clients qui est énorme, voilà. Qui est bien plus intéressante. Ce qu'on ne voit pas ici aussi, c'est que l'entreprise a mis en place tout un système de management de la connaissance. Donc, elle garde l'ensemble des données clients et elle met à disposition ces données directement aux clients et à ses équipes. Donc voilà. Donc, ça veut dire que quand le client n'est plus client réellement, quand la mission est terminée, il continue d'être client parce que toutes les données sont sur le logiciel interne. Il a un accès sécurisé au logiciel interne de l'entreprise qui permet de garder le contact en permanence. On sait que la gestion de la connexion, c'est crucial. Central. Crucial. Ouais. C'est la problématique des 50 ans qui viennent parce qu'il y a du boulot. Et qu'on ne sait pas trop comment gérer. Alors, on va peut-être passer à la troisième démarche. La troisième démarche, alors qui est une démarche beaucoup plus globale, qui est le travail sur les modèles économiques. Moi, j'ai créé le cabinet il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on parlait de stratégie, de cap stratégique, etc. Et je continue d'en parler parce que je continue d'y croire. Simplement, aujourd'hui, on se fixe un cap stratégique, mais derrière, ce qui compte réellement, c'est de travailler sur le business model, les business models. Parce que rares sont les entreprises qui n'ont qu'un business model. C'est un peu ce qu'on disait entre l'inbound marketing pour faire entrer du prospect et le convertir en primo client, et ensuite l'animation réellement du portefeuille client avec la recherche vraiment de valeur ajoutée, de fidélité, de prescription, etc. Donc ce travail-là, c'est un travail qui est plus de fond. Le schéma est déjà plus compliqué. Mais bon, ça n'empêche qu'il est hyper intéressant, important de le faire. Surtout qu'il vous permet déjà de vous poser les bonnes questions au départ. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place la relation client, on a dit quelle est votre proposition de valeur. Parce que si vous n'êtes pas au clair réellement sur votre proposition de valeur et en quoi elle est différenciante de celle de mes concurrents et en quoi cette valeur-là est réellement perçue par mes clients comme étant importante, et est-ce que mes clients sont prêts à payer aussi pour la proposition de valeur que j'adresse, à payer 20% plus cher ou à payer peut-être 10 fois plus cher pour la nouvelle proposition de valeur que j'adresse. Tant qu'on ne sait pas ça, il est vachement compliqué de construire sa relation client de manière efficiente. Donc, du coup, ce petit schéma-là, qui n'est pas si petit, déjà, il faut comprendre que sa richesse est dans les flèches, en fait, dans les interactions que vous allez avoir entre différentes choses, entre vos communautés, c'est-à-dire vos communautés de clients, vous avez peut-être plusieurs cibles de clients, mais peut-être aussi vos communautés de prestataires de services ou de fournisseurs, ou voilà, peut-être votre communauté du marché de l'emploi, parce qu'on sait que le marché de l'emploi est hyper tendu sur certains métiers. Ces communautés-là, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elles attendent de vous? Quelles sont les informations dont elles ont besoin pour bosser, elles aussi? Quelle est la valeur qu'elles souhaitent que vous leur vendiez? Et puis, on va mettre ça en parallèle avec vous-même, c'est-à-dire votre projet d'entreprise, vos moteurs d'entreprendre. Pourquoi vous faites ce que vous faites finalement? Parce que souvent, ce que vous faites n'est pas simple. Et ce serait tellement plus simple peut-être de faire autre chose. Donc, si vous le faites, vous avez un objectif, vous avez un but et vous y mettez quelque chose de vous-même dans votre boulot, dans votre entreprise. Donc, ça, c'est très important parce que c'est vraiment le moteur de l'entreprise. Ça va être le cœur de votre proposition de valeur. En espérant quand même qu'elle se recoupe un petit peu, vos valeurs personnelles, avec celles de vos communautés. C'est plus simple. C'est mieux. Voilà. Et puis, quand on aura ces deux choses-là qui sont vraiment notre matériau de départ, la compréhension des clients et puis vos valeurs d'entreprendre, on va travailler sur quels principes, quels sont les principes que je veux intégrer dans la relation que j'ai avec mes communautés. Là, parlons de relation client. Donc, avec mes clients, alors là, il y en a 3 qui sont listés. Sincèrement, vous pouvez difficilement faire l'impasse sur ces 3-là dans le monde de demain. C'est l'interconnexion. Plus on est interconnecté avec ses clients, plus on est interconnecté avec ses prestataires de services, plus on est interconnecté avec ses fournisseurs, plus on est interconnecté avec ses
plus on comprend ce sur quoi ils accordent de la valeur, plus on est capable d'adapter et notre offre de produits évidemment, mais surtout de manière très très rapide et très très agile, notre relation client. Est-ce que tu as des exemples d'interconnexion Par exemple, alors depuis la vente du Sabot, mais c'est tout récent, un chef d'entreprise qui livrait lui-même les pièces. Ah oui. Et il disait, moi, je réponds au téléphone moi-même, donc c'est une toute petite boîte de 6 personnes. Et il répondait au téléphone lui-même, la plupart du temps, pas toujours, mais surtout, une fois par semaine, c'était lui qui faisait la tournée. Et donc, il livrait les pièces. Et donc, il rencontrait tous ses clients au moins une fois par semaine. Et il était en interaction permanente. Ou une autre boîte bien plus grosse, enfin bien plus grosse, d'une 50aine de personnes, où il n'y a pas de standard et le chef d'entreprise fait lui-même la réponse au téléphone. Parce que ça le permet, il sait, il pense, il a raison, je pense aussi, il pense que ça lui permet de rester vraiment interconnecté avec sa communauté de clients et de comprendre où va leur préférence, ce qui change dans leur relation, dans leurs attentes. D'accord. Donc, interconnexion. Okay. Après, il y a plein de logiciels qui existent, mais rien ne remplacera jamais un petit coup de fil ou un petit rendez-vous quand même. Voilà. Voilà. Que la relation soit collaborative, on a dit que c'était l'ère du co. Vous prenez n'importe quel magazine économique, de la Harvard Business Review à Socialter, à d'autres, Capital, etc. L'ère du co. Coworking, co-design, co-conception, collaboration, coopération. Donc, ayez des relations coopératives et collaboratives avec vos clients. Et puis, win-win, une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le client, quand il paye le prix, c'est parce que c'est un prix qu'il accepte de payer. Et vous, c'est un prix qui vous fait bien vivre. Donc, voilà. Et quand on a défini ces principes de travail, on va pouvoir travailler sur les outils vraiment. C'est-à-dire designer le cheminement, le scénario, et puis redesigner tous vos touchpoints. Depuis l'accueil téléphonique jusqu'au devis. On disait l'autre jour avec des entreprises, puis Dominique était là, et par exemple, une entreprise disait, moi, chez nous, on adore le détail, on a le sens du détail réel. Il disait, alors, en quoi est-ce que votre devis montre que vous avez le sens du détail par rapport à vos concurrents? Alors, pas encore, mais ça va venir. Maintenant, je suis persuadée qu'il va le faire. Et c'était pareil, l'entreprise à côté, parce que c'était un collectif, disait, moi, c'est la créativité. Alors, ok, en quoi, par exemple, votre devis montre que vous êtes plus créatif que vos concurrents? Parce qu'eux aussi, ils disent qu'ils sont créatifs. Donc, voilà. Pour se différencier, c'est vraiment la communication par là-dessus. Voilà, en gros, comment ça marche. Après, c'est une réflexion de fond qui peut être pertinent de mener avec quelqu'un d'externe, parce que c'est pas évident en interne tout seul, on est un peu mis dans le guidon, d'avoir cette réflexion-là. Mais vous pouvez de toute façon commencer à bosser sur votre touchpoint, sans attendre. Alors, est-ce que vous avez des questions là, par rapport à cet outil? N'hésitez pas, alors après, on y répondra évidemment à la fin, mais s'il y a des idées qui nous viennent, on continue? Ouais. Allez, on continue. Voilà, on arrive pratiquement au bout. Hein. Voilà, c'était merci. Voilà. Non, et je regardais l'heure, on est bon sur l'heure aussi. Ouais, c'est bien. Et il nous reste 5 minutes, donc n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Après, je raconte souvent cette anecdote aussi, on a tous l'anecdote de notre plombier, je ne sais pas pourquoi, on prend toujours le plombier comme référent, c'est marrant. Moi, je disais par exemple en plomberie, j'y connais rien, mais alors rien. Et comme la plupart de vos clients ne connaissent rien à votre métier finalement. Hein. Quand on creuse un peu, on se rend compte que même ceux qui ont un bureau d'études, par exemple, savent dessiner, mais ne savent pas comment fabriquer une pièce réellement. Donc, ils ne connaissent pas grand-chose à votre métier à 90% du temps, largement. Donc, mon plombier, pourtant, je l'aime bien et je fais toujours appel à lui. Et je ne fais plus faire de devis à mon plombier quand j'ai besoin de faire soit des travaux, soit une réparation, je l'appelle et il n'y a qu'un devis et je le choisis systématiquement. Pour quelle raison? Je ne sais pas moi si sa soudure va mieux faite que celle d'un concurrent ou s'il va choisir le bon matériau par rapport à un concurrent. Simplement, en gros, il me dit qu'il arrive tel jour à telle heure et il arrive le jour J à l'heure. Il me fait un devis qui reprend les informations que j'ai besoin de connaître. Donc, c'est pas juste un post-it ou un bout de papier ou une ligne à l'arrache, voilà. Il nettoie son chantier.
Bon, il nettoie son chantier, c'est hyper important. À peu près, bon, à peu près, il nettoie à peu près son chantier. Et à la fin de la journée, il me dit ce qu'il a fait. S'il a rencontré des difficultés, il me dit lesquelles. Et il me dit s'il revient le lendemain ou pas pour terminer et ce qu'il reste à faire. Et comme je reçois la facture, elle correspond au devis. C'est le même montant sur la facture et sur le devis. Je dis ça, mais ça paraît anecdotique et rigolo, mais pas du tout. On est hyper nombreux à choisir déjà en B2C les gens avec lesquels on va bosser sur ces critères-là. Parce que finalement, quel autre critère choisir? Alors en B2B, c'est encore plus. C'est encore plus le cas. Parce que la personne que vous avez en face, qu'il soit un technicien ou un acheteur, il a un besoin de sécurité professionnelle aussi quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si vous êtes fournisseur stratégique, c'est mieux, mais même si vous êtes fournisseur tout court, il faut que lui soit à peu près sûr qu'il a dit à son boss ou il a dit au service technique, ça sera livré à telle date et ça sera de qualité conforme et l'emballage sera d'un niveau qualitatif qui nous convient, et etc., etc. Il faut qu'il ait confiance en vous. Simplement, l'acheteur, il ne sait absolument pas comment vous allez fabriquer. C'est pas réellement son problème d'ailleurs finalement. Son problème, certes, c'est le prix, mais aussi beaucoup, c'est de passer pour quelqu'un de fiable en interne dans son entreprise. Donc, il a besoin de fournisseurs fiables. Et c'est hyper important. En B2B, l'anecdote du plombier prend encore plus de sens en vérité qu'en B2C. On apporte du confort, de la sérénité. C'est ça, la valeur d'usage. Confort, sérénité. Et puis, on lui crée pour lui de la valeur d'estime, puisque lui, en interne dans l'entreprise, il est celui qui a un taux de qualité qui est énorme. Alors, on a une question. Comment mesurez-vous la valeur apportée au client? Comment la présentez-vous? Alors, pour la mesurer, c'est assez simple. Le plus simple, c'est clair, c'est de demander au client ce sur quoi il accorde de la valeur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des enquêtes miroirs, dans le jargon un petit peu, mais vous pouvez le faire tout seul. Et c'est de dire, voilà, aujourd'hui, quels sont les apports de notre entreprise pour la vôtre? Qu'est-ce qu'on vous apporte réellement? Et qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter de plus? C'est aussi peut-être de demander sur quels critères est-ce que vous jugez vos fournisseurs, en général. Et en particulier, nous, sur quels critères est-ce que vous nous jugez bons? Sur quels critères est-ce que peut-être vous nous jugez un peu moins bons que vos concurrents? Donc, la seule façon de savoir sur quoi ils accordent de la valeur, c'est de leur poser la question. Par contre, attention. On a tendance à être toujours très, très frileux, en fait, à pas oser demander les choses directement. Oui, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir le faire au milieu du reste. Si vous voyez votre client pour une raison commerciale, c'est pas du tout le moment de lui demander ça. À ce moment-là, vous faites la transaction commerciale, elle aboutit pas, il achète pas, peu importe. Et une semaine après, 2 semaines après, vous l'appelez pour lui poser vos questions. Mais là, c'est vraiment un entretien qui est dédié à ça, à lui demander quelles sont ses pratiques actuelles, sur quels critères il note ses fournisseurs, comment il vous juge, vous, par rapport à vos concurrents, sur tel point, sur tel autre. Et puis aussi, il y a une question hyper intéressante à poser, c'est à votre avis, quelles sont les valeurs de travail qui sont portées par notre entreprise? Et ça, le client, il sait tout de suite vous répondre. Ce qui est assez surprenant, parce que c'est une question qu'on a peur de poser, parce qu'on pense que le client ne sait pas, ne saura pas répondre, qu'on va le mettre dans l'embarras. Et il sait tout de suite. Que ce soit la qualité du contact humain, certaines fois, le capital sympathie, donc ça va dans la même catégorie, ou bien la réactivité, la flexibilité, ou l'expertise technique, évidemment, qui est aussi au centre de la valeur perçue quelquefois par le client. Mais il faut le demander. Et ensuite, comment la présenter en étant ce que vous dites? Vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'écrire plein de fois, vous pouvez le crier sur tous les toits. Rien ne marchera autant que d'être ce qu'on dit. Voilà. D'accord. Et c'est très bien perçu de la part des clients. En fait, cette démarche qu'on n'ose pas toujours faire est très bien accueillie. Tout à fait. L'enquête miroir, c'est... Au contraire, ça rassure énormément vos clients. Ils savent que vous investissez sur l'avenir et que donc vous serez toujours là dans 5 ans ou dans 10 ans. D'accord. Alors, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Si vous en avez une dernière, on a peut-être la possibilité d'y répondre. Non? Ok. Bah, écoutez, il est 2h15. Nous vous remercions pour votre participation. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et aura répondu à vos attentes. Un grand merci à Estelle Giraud pour son intervention. Comme vous l'avez peut-être déjà vu, nous avons mis à disposition une plaquette comportant l'un des programmes qui est proposé par la CCI Lyon Métropole, qui s'appelle Commercial PME. Donc, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous rappeler.
Estelle est d'ailleurs une des consultantes qui intervient sur ce programme commercial PME. On vous demande 2 petites minutes avant que vous fermiez le webinaire. Ce sera pour répondre à l'enquête de satisfaction. Du coup, on vous demande vraiment d'attendre un tout petit peu parce que c'est vraiment important pour nous que vous puissiez répondre à cette enquête avant de repartir chacun à vos activités respectives. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne fin de journée.